rebonjour à tous. Pour commencer l'après-midi, nous allons avoir l'honneur d'avoir la présentation de Madame la Ministre, dans le cadre d'une visio. Par la suite, nous aurons l'immense honneur d'avoir la présentation de la doctoresse Wien Schank d'Amsterdam. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 12 juin 2023, c'est la 3e journée nationale de sensibilisation au TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH concerne en France et en Europe 3% d'adultes et 6% des enfants scolarisés. C'est 1 à 2 enfants par classe. Ce trouble du neurodéveloppement est complexe à diagnostiquer. Les comportements turbulents de certains enfants, leurs difficultés scolaires ne sont pas compris. Ces enfants souffrent alors même que la cause de leurs difficultés résulte d'un TDAH. Des idées fausses perdurent et des idées reçues s'y ajoutent. Il faut rappeler que le TDAH n'est pas le produit d'une mauvaise éducation, qu'il ne s'arrête pas à 18 ans. Ce 12 juin est donc important pour rendre visible un trouble qui est invisible, pour permettre aux familles d'accéder aux informations, de se rencontrer, comprendre qu'elles ne sont pas seules. C'est aussi l'occasion de rappeler avec fermeté que nous devons tous ensemble, associations, professionnels du soin, de l'éducation, de l'accompagnement, améliorer les parcours des personnes et leur qualité de vie. La stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement a d'ores et déjà permis de repérer et accompagner des enfants avec TDAH avec les plateformes de coordination et d'orientation. Aujourd'hui, nous devons continuer d'améliorer le repérage et le diagnostic. C'est un point central. Le président de la République a ainsi annoncé lors de la conférence nationale du handicap le renforcement du diagnostic précoce des enfants de 0 à 6 ans. Une nouvelle stratégie 2023-2027 va être dévoilée à l'été. Elle accentuera nos actions pour soutenir les personnes tout au long de leur parcours de vie. Nous la mettrons en œuvre avec les associations, les familles et les personnes premières concernées. Je souhaite les remercier pour l'organisation de cette journée essentielle et je souhaite remercier aussi les enseignants et les professionnels qui chaque jour accompagnent les personnes concernées. Grâce à vous tous, nous faisons ainsi bouger les lignes à l'échelle de notre société. Bien. Donc après l'interview de Madame la Ministre, c'est avec un immense honneur et beaucoup de reconnaissance que je vais annoncer l'intervention de la doctoresse Dora Wien Schank, qui est psychiatre, membre de la DIVA, donc le questionnaire référence du TDAH, qui est membre du European Adult ADHD Network et qui est également chercheur à Vrije Universiteit Amsterdam. Dank u wel. Merci. Alors, c'est un grand plaisir de pouvoir vous adresser. Donc, je suis vraiment honorée de l'invitation. Merci à vous. Je suis désolée que je ne peux pas être chez vous en présentiel, mais quand même, je vais faire de mon mieux de garder notre conversation ici, un dialogue. Donc, on aurait le temps pour poser des questions. Et également, je suis très contente d'entendre qu'il y a des participants qui viennent de la France, bien sûr de la Vendée, mais également du Canada. Il y a des experts par expérience, des professionnels parmi nous. Donc, tout ça est vraiment super et j'espère va enrichir la qualité de la présentation.
Alors, je vais vous parler un tout petit peu de moi-même. J'habite ailleurs à La Haye, pas à Amsterdam, mais c'est très près, c'est à peu près 30 minutes de train. Et je travaille à une clinique psychiatrique qui s'appelle PsyQ avec Sandra Coy, dont certains d'entre vous peut-être auraient entendu parler. Et nous avons également un centre d'expertise de recherche. Donc, nous faisons des recherches et en ce moment, mes recherches sont visées sur le TDAH chez la femme spécifiquement. Je travaille également, comme vous avez entendu, pour la Fondation DIVA et nous avons plusieurs questionnaires, en français d'ailleurs, pour diagnostiquer le TDAH chez l'adulte et chez l'enfant. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et je vais commencer par vous poser une question et peut-être levez-vous si vous pensez, levez-vous la main d'ailleurs, si vous pensez qu'il y a plus de filles qui ont un TDAH que plus de garçons. Alors, ceux qui pensent qu'il y a plus de filles, levez la main. Ok, alors je vais essayer de répondre à cette question. Donc, je vais vous donner un peu d'histoire du TDAH chez les enfants. Je vais parler des symptômes différents chez les filles, les garçons, les femmes et les hommes. Je vais vous parler de nos recherches par rapport aux changements hormonaux chez la femme et le TDAH. Nous avons posé 2 questions et nous sommes en pleine voie de recherche. Mais est-ce que les troubles d'humeur hormonaux sont plus graves et fréquents chez les femmes atteintes de TDAH que chez les femmes sans TDAH? Et le TDAH lui-même est-il influencé par le flux d'hormones? À la fin, je vais vous parler un tout petit peu d'une enquête que nous sommes sur le point de lancer. Alors, pour commencer avec les garçons TDAH, le TDAH a longtemps été considéré comme un trouble de garçon. Et d'ailleurs, si on regarde les critères du DSM-4, on dirait que ces critères décrivent un garçon TDAH. Il n'y a pas de mention de fille, et il n'y a certainement pas de mention de femme, et pas d'adulte d'ailleurs non plus. Alors, malheureusement, jusqu'à présent, il y a eu un nombre limité d'études qui s'est intéressé aux filles TDAH. Ce n'est pas un trouble récent, d'ailleurs. Le TDAH a été décrit dans la littérature médicale depuis le début du dernier siècle. Et même avant cela, il y a eu des descriptions dans la littérature enfantine de troubles et de comportements qui rappellent le TDAH. Il y a un livre d'ailleurs pour enfants allemand qui illustre des comportements qui rappellent le TDAH. Et peut-être certains d'entre vous auraient entendu parler de Der Struwwelpeter. Et c'est vraiment un livre effrayant qui montre les conséquences de comportements inacceptables chez les enfants. Et je vais vous donner un exemple de l'histoire de Philippe l'Agité. Philippe, lui, ne s'en souciait pas, son père qui était si gentil. Il se tortillait et gloussait, et puis je le déclare, il s'est balancé d'avant en arrière, renversé sa chaise. Voilà, nous voyons un garçon hyperactif décrit dans ce livre. Mais d'ailleurs, puisque je suis aux Pays-Bas et je regardais un petit peu dans l'art néerlandaise, j'ai vu qu'il y a un exemple plus ancien encore d'hyperactivité. Et cet exemple date du XVIIe siècle du peintre Jan Steen. Et je vais vous montrer l'école du village. Alors, voilà, vous voyez une école néerlandaise au XVIIe, bien sûr, au village. Une énorme classe. Nous voyons un garçon qui est carrément debout sur la table. Un maître qui se taille les ongles et qui ne s'intéresse pas du tout à sa classe. Un autre garçon qui offre une paire de lunettes à un hibou. Et à l'époque, au XVIIe, les hiboux étaient le symptôme de la stupidité. Donc, ça ne sert à rien de lui offrir des lunettes.
nous voyons que les seuls qui semblent vraiment se concentrer sur le travail sont ces filles. Il y en a des enfants qui se bagarrent, il y en a qui s'endorment. C'est vraiment une classe pleine de comportements vraiment compliqués à gérer. Donc, même dans cette image, nous voyons qu'il semble avoir plus de garçons que de filles TDAH. Mais ça dépend vraiment où on cherche. Ça, c'est la réponse à la question. Dans la communauté, on voit 3 fois plus de garçons que de filles. Donc, ce sont des cas qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués. Tandis que dans la clinique, nous voyons 10 fois plus de garçons que de filles. Donc, parmi les cas plus graves et surtout hyperactifs, on voit plus de garçons. Et en général, plus de garçons reçoivent le diagnostic, à peu près 13% par rapport à presque 6%. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette disparité de prévalence? Est-ce qu'il y a vraiment moins de filles ou est-ce que c'est une erreur? Alors, premièrement, il existe peut-être des préjugés sexistes chez les enseignants et les parents qui ne pensent pas que c'est possible de reconnaître un TDAH ou TDA chez une fille. Les symptômes d'inattention en général sont moins manifestes sont moins manifestes, c'est-à-dire que beaucoup de filles ne sont pas hyperactives et impulsives. Et si elles sont rêveuses et absentes, il y a moins de chances qu'elles seront reconnues par un prof ou par un parent. Donc, elles sont moins susceptibles d'être diagnostiquées. Deuxièmement, les filles et les adolescentes sont souvent diagnostiquées à tort, et surtout celles qui présentent les symptômes d'inattention, de désorganisation, mauvaise gestion du temps et de distractibilité ne sont pas reconnues comme TDAH, mais sont étiquetées avec une dépression et une anxiété. Et peut-être c'est des années plus tard qu'elles reçoivent le diagnostic correct. Alors, où sont ces filles TDAH? Un grand nombre d'entre elles restent non identifiées et non traitées. Et pour le long terme, il y a de graves implications pour leurs résultats sociaux, éducatifs et de santé mentale à long terme. Est-ce qu'en fait, il y a plus de garçons? Alors, c'est une question qui est vraiment en train d'être recherchée, mais c'est possible qu'il y a une plus grande vulnérabilité génétique chez les garçons. Nous voyons cela dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, pas seulement le TDAH. Il y a peut-être des facteurs endocriniens qui jouent un rôle. Je vais en parler un peu plus tard. Il y a également des contributeurs psychosociaux. On attend des filles de rester en place. Les filles apprennent très vite à masquer leurs symptômes. Nous savons également que les enfants TDAH ont plus de chances d'éprouver du stress et même des traumatismes. Et c'est possible que les garçons TDAH répondent négativement à ce stress précoce. C'est possible également, et ça c'est d'après des études d'animaux au laboratoire, mais des problèmes d'attention plus persistants peuvent être associés à une surproduction de récepteurs de la dopamine, et cela arrive plutôt chez les garçons. Il y a également chez les garçons un retard dans le taillage de ces récepteurs de la dopamine, dans le cortex préfrontal. Donc, ça explique peut-être le fait qu'à mesure que les symptômes des garçons diminuent pendant l'adolescence, les symptômes des filles augmentent. Et ça explique en partie le rapport d'environ 3 à 1 entre les garçons et les filles dans l'enfance. Et qu'est-ce qui se passe donc à l'âge adulte? À l'âge adulte, on a égalité. La prévalence est pareille chez les hommes et les femmes. Alors, voilà, je vous montre ça. Et vous voyez la référence. Donc, chez les adultes, il y a
autant de femmes que d'hommes TDAH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de jeunes filles d'adolescence qui persistent avec un TDAH, tandis qu'il y a plus de rémission chez les hommes? Et nous savons en fait que la hyperactivité a tendance à diminuer avec l'âge. Donc, si on regarde la trajectoire des symptômes de TDAH en général, pendant l'adolescence, il y a moins d'hyperactivité. Ou bien, si l'hyperactivité persiste, ça devient internalisé. Donc, c'est éprouvé de l'intérieur. Ce n'est pas extériorisé avec des mouvements excessifs. Mais c'est peut-être aussi un biais parce que les femmes adultes en général sont plus en contact avec les services de santé. Donc peut-être elles ont plus de chances d'avoir un TDAH diagnostiqué. Et en plus, elles ont peut-être moins peur de prendre conscience de leurs difficultés. Pour certains hommes, c'est compliqué de parler de ces difficultés. Et les hommes masquent la dépression, le TDAH, des fois en utilisant, en abusant des substances. Ce que nous savons, d'après la recherche, qu'il y a plus d'apparitions tardives du TDAH chez les femmes. Et cela se passe surtout pendant des périodes de transition pour les femmes. Donc, sociales, par exemple, si elles changent de relation, ou bien éducative, si elles passent du lycée à l'université ou au collège. Collège, pardon, je parle avec, pas le collège des enfants de 12-13 ans, mais je parle à une sorte d'université qui existe dans des pays anglophones. Alors, parmi les adultes qui sont diagnostiqués, plus que la moitié sont des femmes. Il y a également une théorie de l'effet protecteur féminin qui suggère que les filles et les femmes doivent être plus affligées. Elles doivent atteindre un seuil plus élevé d'exposition génétique et environnementale pour exprimer le TDAH. Et cela explique la prévalence plus faible chez les filles et les jeunes femmes. Ça explique également les taux de transmission familiale plus élevés observés dans les familles où les femmes sont affectées. Donc, il y a plus de chances qu'une sœur ou un frère soient également affectés. Les frères et les sœurs de filles affectées présentent plus de symptômes de TDAH que les frères et sœurs de garçons affectés. Alors, nous revenons à ma question. Est-ce qu'il y a des symptômes différents chez les filles et les garçons, les adolescents, les adolescentes et les hommes et les femmes? On va commencer avec la toute petite fille TDAH. Et d'après les études cliniques, il y a plus du type inattentif. L'hyperactivité, impulsivité est moins sévère, mais quand même, il y a des résultats mixtes. Dans la population générale, en tout, il y a plus du type combiné pour les filles et les garçons. Alors, la fille TDAH est surtout inattentive et souvent inattentive. Elle oublie, elle égare ses affaires, ses devoirs prennent trop longtemps, elle se laisse facilement distraire, elle n'est pas efficace dans ses études, elle semble bien travailler, mais ses résultats ne correspondent pas. Le niveau de compréhension de la lecture est souvent faible, mais des fois, il y a des filles qui peuvent s'intéresser et se concentrer sur des choses qui les intéressent ou qui les passionnent. Donc, bien sûr, ça varie cas par cas. Et on a décrit donc un TDAH masqué chez les filles et les adultes TDAH. Souvent, ces filles ont de grandes idées, mais ne terminent pas leur projet, ne semblent pas tirer les leçons des conséquences, sont constamment en retard, donc elles ont des difficultés à gérer leur temps. Par rapport à la performance cognitive, les difficultés sont à peu près les mêmes entre garçons et filles par rapport aux mémoires du travail et la planification. Donc,
les deux ont des problèmes. Mais il y a plus de l'habilité émotionnelle chez les filles. Je veux parler un petit peu de l'habilité émotionnelle parce que si vous regardez bien DSM, vous allez voir que ce n'est pas décrit parmi les symptômes de TDAH. Mais nous savons, d'après de maintes études, que l'habilité émotionnelle est un symptôme très courant chez les personnes TDAH. Il y a plus chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y a des sauts d'humeur vraiment énormes. Quand on pense à la fille TDAH hyperactive, elle est souvent décrite comme un garçon manqué, donc beaucoup d'énergie, elle préfère être occupée, elle passe son hyperactivité en s'impliquant dans du sport, donc elle peut souvent effectivement canaliser cette hyperactivité dans le sport. Elle a peut-être moins de difficultés par rapport à l'inhibition d'une réponse motrice que chez les garçons, mais elle a souvent une impulsivité verbale où elle ne peut pas s'arrêter de parler. Elle est très bavarde. Donc nous voyons non seulement l'hyperactivité parmi les mouvements, mais également le fait qu'elle parle sans cesse. Par rapport aux relations sociales, souvent on voit des difficultés dans les relations amicales. Ces filles ne lisent pas bien les codes sociaux, n'arrivent pas bien à suivre les conversations parce qu'elles perdent leur attention. Et pour certaines d'entre elles, leur entourage commence à les rejeter et à les isoler. Arrivé à l'adolescence, alors, si on ne traite pas le TDAH, on voit des déficiences très graves. On a un risque accru de problèmes dans les relations, et maintenant romantiques, des fois des problèmes d'automutilation, des infections sexuellement transmises, des grossesses inattendues. Certaines caractéristiques comme la timidité et l'impulsivité sont considérées comme des traits de personnalité plutôt que des symptômes. Et souvent, ces filles sont diagnostiquées comme borderline et pas TDAH, ou bien un trouble de personnalité du type C. Alors, des adolescentes TDAH ont moins de stratégies d'adaptation et moins d'auto-efficacité. Des fois, elles peuvent être agressives envers les autres, elles peuvent extérioriser leur comportement. Elles ont des taux de dépression et anxiété plus élevés que des adolescentes qui n'ont pas ce problème. Nous arrivons maintenant à l'âge adulte, chez les femmes TDAH. Alors, ces femmes peuvent présenter à la fois des symptômes d'inattention et également d'hyperactivité, impulsivité. Mais comme je vous ai déjà dit, à l'âge adulte, l'hyperactivité est plutôt internalisée et l'impulsivité également. En général, la gravité des symptômes est plus faible chez les femmes que chez les hommes, et ça c'est encore par rapport à l'hyperactivité et l'impulsivité. Mais ce qui est vraiment contraignant pour les femmes, c'est qu'elles ont souvent des rôles multiples au foyer, au travail, et elles ressentent leur vie comme incontrôlable, chaotique, et même les tâches quotidiennes peuvent sembler énormes pour elles. J'aime bien cette image parce qu'on voit la déesse hindoue ici. On voit une femme qui doit gérer les tâches ménagères, les enfants, le travail. Souvent, elle doit s'occuper d'autres membres de la famille qui sont malades, la relation principale, le conjoint. Donc, il y a énormément de rôles multiples et cela pour une femme TDAH présente encore plus de difficultés et de challenges. Quand on regarde l'inattention au féminin, ce sont des femmes qui sont facilement distraites, qui se sentent débordées, qui
on les culpabilise de manquer d'efforts ou même de manquer de motivation. Mais ce n'est pas du tout vrai. Pour pouvoir gérer leur vie, justement, elles ont besoin de beaucoup plus de motivation. On les appelle désorganisées. On dit qu'elles sont incapables d'organiser leur maison, leur bureau ou leur vie. Et des fois, c'est vrai. Elles ont des difficultés à mettre en œuvre les tâches qui sont associées aux principaux rôles de la vie, ou même à suivre les horaires ou les routines nécessaires pour soutenir ces rôles. Et cela est d'après de la recherche sur des femmes TDAH. Et donc, on voit beaucoup de détresse psychologique chez ces femmes. Elles se sentent inadéquates. Elles ont également une faible estime de soi et elles éprouvent un stress chronique. Et donc, elles peuvent terminer avec une dépression. Des fois, elles deviennent extrêmement vigilantes et presque rigides, perfectionnistes pour pouvoir compenser de leur désorganisation. Mais cela a un taux également. Ce n'est pas toujours visible. Certaines femmes professionnelles peuvent embaucher des assistantes ou des secrétaires pour leur aider avec ces tâches. Donc, ça va un peu mieux. Des fois, les chanceuses ont un conjoint ou un partenaire qui compense. Donc, ça aide énormément. Je vais vous parler un petit peu des femmes âgées avec TDAH parce que nous avons fait les premières recherches dans notre centre d'expertise. Jusqu'à présent, il y avait très peu de recherches. Et ce qui est compliqué, c'est que le TDAH chez les personnes âgées se superpose au vieillissement normal. Et le fait d'être plus âgé peut favoriser la décompassion chez les adultes qui sont TDAH parce qu'il y a moins de structure une fois qu'ils sont à la retraite. Il y a également un déclin cognitif qui est lié à l'âge et souvent une détérioration de la santé physique. Donc, nous avons trouvé que parmi les personnes âgées entre 60 et 94 ans dans notre étude, la prévalence du TDAH était de 3%. Et quand on parlait de 4 symptômes des 9, pas 5, c'était un TDAH symptomatique, donc ça montait jusqu'à 4%. Les hommes et les femmes avaient à peu près à cet âge des niveaux similaires de symptômes. Et chez les femmes, il y avait plus du sous-type inattentif que chez les hommes. Si on regarde les femmes âgées avec TDAH, et cela vient d'une chercheuse canadienne, Kathleen Nadeau, mais elle parle d'une mémoire de gruyère, des problèmes de mémoire du travail, elle se déconcentre facilement au milieu d'une tâche, elle perd des objets, elle oublie des mots, elle parle qu'elles ont des sortes de blancs où le cerveau devient vide, elles ont des difficultés à apprendre de nouvelles choses, elles parlent trop, souvent sans s'en rendre compte, elles s'interrompent, elles suivent avec difficulté les conversations, elles ont du mal à entretenir les relations et donc se retrouvent souvent seules, elles ont des difficultés à maintenir l'ordre au foyer et malheureusement des difficultés financières importantes. Elles vont souvent procrastiner, elles ont des difficultés sociales parce qu'elles se sentent incomprises ou jugées. Pouvez-vous rendre compte après des années et des années de TDAH non diagnostiqué, c'est difficile. Elles ont souvent encore cette labilité émotionnelle où elles se sentent irritées, frustrées, anxieuses. Elles ont des problèmes à gérer leur temps. Elles ont des sortes de restes d'hyperactivité. Et dans notre clinique, nous avons pu soigner ces personnes avec beaucoup de succès, avec des médicaments et de la psychothérapie. Mais pour celles qui ne sont pas soignées, les erreurs de diagnostic et les traitements mal gérés sont de problèmes graves. OK. C'est vrai, il faut dire qu'avec l'âge, il y a un certain
taux de déclin cognitif et ça peut être une partie naturelle du vieillissement parce que nous savons que le flux sanguin vers le cerveau diminue avec le temps. Et cela est particulièrement vrai pour les femmes qui subissent des changements hormonaux. Et c'est surtout la baisse du taux d'estrogène qui peut exacerber les troubles cognitifs. Maintenant, je suis arrivée aux recherches que nous avons faites par rapport aux changements hormonaux. Donc, comme je vous ai dit, nous avons posé 2 questions. Est-ce que les troubles d'humeur liés aux hormones sont plus fréquents chez les femmes TDAH? Et est-ce que le TDAH lui-même est influencé par ces fluctuations hormonales? Nous savons pour commencer que la dépression apparaît plus souvent chez la femme. Il y a un risque 2 fois plus élevé d'avoir une dépression chez une femme. Et quand on parle de dépression hivernale, affective, donc troubles affectifs liés aux saisons, nous trouvons que c'est 5 fois plus élevé chez les femmes. Et je vais vous dire en général, chez les personnes TDAH, la dépression hivernale est plus courante que chez les adultes non TDAH. Non seulement ça, mais chez les femmes TDAH, la dépression semble être plus grave et plus fréquente. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a eu peu de recherches. D'ailleurs, les femmes ont été exclues de beaucoup d'études, surtout pharmacologiques, jusqu'aux années 90, parce que leur cycle menstruel et les hormones étaient jugés comme des faits qui troublaient la recherche. Je vais vous rappeler un petit peu du cycle menstruel. Alors, vous voyez, pendant les premières 2 semaines, la phase folliculaire, et là, il y a l'estrogène qui monte jusqu'au moment de l'ovulation. Et puis, c'est vraiment la progestérone qui domine. Et dans les dernières semaines du cycle, donc la phase lutéale, il y a vraiment l'estrogène, le niveau qui tombe. Et finalement, on a une menstruation. Alors, il nous semble qu'il y a des périodes vulnérables pour une dépression. Et ces périodes sont surtout des périodes où le taux d'estrogène est faible. Et ces 3 périodes dans la vie d'une femme est la période prémenstruelle, mais non seulement ça, également après avoir donné naissance, donc la période postnatale, et également la période de la périménopause. Et je vais vous expliquer ce que c'est la périménopause. Donc, nous avons fait une étude de femmes et notre hypothèse, c'était que les changements hormonaux jouaient un rôle négatif pendant le cycle menstruel chez les femmes. Et d'ailleurs, on s'est appuyé sur d'autres études. Et d'ailleurs, en 2015, on a vu que là où il y a moins d'estrogène, il y a plus d'impulsivité. Donc, le rôle de l'estrogène est vraiment de freiner un petit peu l'impulsivité. Et également, moins d'estrogène est lié à moins de dopamine. Et ça, c'est très intéressant. Nous allons y revenir. Alors, nous avons étudié 209 femmes consécutives âgées de 18 à 71 ans. Et nous avons vu la prévalence des symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels. Si ces femmes avaient eu des épisodes de dépression postpartum et des symptômes de périménopause. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ce trouble prémenstruel? Alors, en général, les femmes TDAH rapportent plus de changements d'humeur sévères et l'augmentation de la gravité de leur TDAH la semaine avant les règles, et d'ailleurs on peut l'appeler la semaine du danger pour elles. Non seulement elles ont plus d'inattention et d'impulsivité, mais elles éprouvent de la colère, de la dépression, des troubles de sommeil, même de la suicidalité. Et chaque cycle, ça revient. Alors ça, c'est vraiment, ça peut être un énorme problème. Et dans notre étude, nous avons cherché les symptômes de plusieurs de ces troubles et nous avons vu en fait que les femmes TDAH avaient
taux de symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels de 46%, tandis que comparé à la population générale, c'est à peu près 29%. Donc, c'est vraiment accentué chez les femmes TDAH. Celles qui prenaient des contraceptifs oraux diminuaient les symptômes de ce trouble, et celles qui avaient des antidépresseurs avaient plus de symptômes de trouble. Et c'est possible qu'elles prenaient les antidépresseurs au début pour diminuer leurs troubles dysphoriques prémenstruels. Venons au moment après l'accouchement, alors la dépression postpartum. Dans notre étude, nous avons vu presque 3 fois plus de symptômes de dépression postpartum parmi les femmes TDAH par rapport à la population générale. Le problème dans notre étude, c'est qu'il n'y avait pas de groupe de contrôle sans TDAH, donc nous avons dû nous comparer à la population générale. En plus, on n'a pas évalué les symptômes prémenstruels prospectivement, c'était rétrospectif, et sans enregistrement prospectif, le trouble a tendance à être surdéclaré. Mais quand même, c'était vraiment plus qu'à la population générale. Je vais vous parler un petit peu du TDAH pendant la grossesse. La plupart des cliniciens conseillent l'arrêt des médicaments contre le TDAH pendant la grossesse parce qu'il n'y a pas énormément de recherche. Mais il y a certaines femmes qui continuent à prendre leurs médicaments. Il y a un risque faible mais significatif de malformation cardiaque et le nombre nécessaire de nuire est 1 sur 159. Il y a peu de connaissances sur les effets des stimulants sur les résultats obstétriques, périnataux et neurocomportementaux. Il y a certainement des femmes qui ont un TDAH tellement grave que sans leurs psychostimulants, elles ont plus de chances de boire de l'alcool ou de prendre des drogues. Et dans ces cas, c'est peut-être important de continuer leur prise en charge, soit avec des psychostimulants, soit avec un suivi psychologique, ou les deux. Venons à la périménopause, donc c'est cette période de transition qui précède la ménopause où le taux d'hormones diminue progressivement. Et d'ailleurs, ça peut durer jusqu'à 10 ans, donc ça peut être très long. Pour 20% des femmes, il n'y a absolument pas de symptômes du tout, donc elles n'en souffrent pas. Mais pour 30%, les symptômes sont assez problématiques. Les femmes ont 2 fois plus de chances de rechuter en dépression et elles ont des symptômes souvent vasomoteurs liés à l'estrogène, de sommeil et de concentration. Nous avons trouvé dans notre recherche que ces femmes étudiées avaient plus de scores d'anxiété, dépression, des symptômes vasomoteurs quand elles avaient un TDAH, avec un taille d'effet de presque 4. Donc c'était vraiment important. Et notre hypothèse, c'est quand l'estrogène, le niveau baisse, on a plus de chances d'avoir des troubles de TDAH et également des troubles de dépression. Parce que l'estrogène est très important dans la vie d'une femme. Ça peut vraiment augmenter les symptômes du TDAH. Et on voit ça lors de la puberté. Les jeunes filles commencent à développer plus de symptômes de TDAH quand il y a moins d'estrogène. C'était décrit la première fois pendant les années 90 que les symptômes de TDAH s'aggravent la semaine avant la menstruation et s'améliorent des fois pendant la grossesse, mais encore s'empirent après qu'on a donné naissance. Et dans cette étude de 32 jeunes femmes qui n'ont pas de TDAH, mais on a simplement regardé des femmes témoins, on a vu que quand on a moins d'estrogène, on a moins d'attention et plus d'impulsivité. Alors, notre explication, c'est que l'estradiol et la progestérone influencent les neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine. Et il y a des interactions, mais il y a plus que ça. Les hormones sexuelles sont vraiment eux-mêmes des neurotransmetteurs parce qu'elles sont impliquées dans la croissance des voies nerveuses, la communication entre les neurones, mais également dans des processus cognitifs, émotionnels, de mémoire, d'apprentissage
de motivation, d'impulsivité. Donc, quand on a trop peu d'estrogène, on a des problèmes dans ces domaines. Et ces domaines ressemblent bien sûr au TDAH. L'estradiol, d'après d'autres études, stimule la production de dopamine et les récepteurs et agit sur le cortex préfrontal, donc est impliqué dans le TDAH, les émotions, la motivation. La progestérone exerce son effet par la voie d'estrogène. Donc, quand on a un faible taux de dopamine plus un faible taux d'estradiol, la semaine avant les règles, après l'accouchement, pendant la périménopause, on a plus de chances d'avoir des effets graves sur l'humeur et on voit un TDAH qui devient plus sévère. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste parce que je vais vite parler du traitement. Alors, on peut traiter le trouble dysphorique avec une pilule ou même des antidépresseurs. Il y a deux manières de les doser, soit les 2 dernières semaines du cycle menstruel, soit tout le temps. On peut aussi changer le régime alimentaire, demander à la femme de s'exercer, de bouger, réduire le stress, regarder le sommeil. On peut même, on est en train en ce moment de faire une étude où on augmente la dose de médicaments pour le TDAH la semaine avant la menstruation. Pour les femmes qui ont une dépression postpartum, donc il y a des techniques générales comme la psychothérapie, l'exercice, changer sa diète, limiter l'alcool, bien dormir. Ok, je vais prendre 1 minute pour vous parler de notre enquête. On est sur le point de lancer une enquête pour voir, espérons parmi des milliers de femmes, quelle est leur expérience avec le TDAH. Nous allons poser des questions sur plein de domaines du TDAH dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Le TDAH et la santé cardiaque, le TDAH et l'hypermobilité des articulations. Ça, c'est un sujet dont nous nous intéressons, bien sûr, le sommeil, bien sûr, la relation. Nous voulons savoir des femmes elles-mêmes quelle est leur expérience du TDAH et quels étaient les obstacles qu'elles-mêmes ont éprouvés en ayant un diagnostic. Donc, je vais parler aux personnes qui ont organisé votre conférence. Si vous êtes intéressé à participer dans notre étude, dès que ce sera lancé, je vais vous le faire savoir. Et je vais finir par citer d'une chercheuse dans ce domaine qui dit « Beaucoup de femmes considèrent leur problème de désorganisation comme un défait de caractère ». Et j'espère que maintenant vous avez une appréciation peut-être approfondie du TDAH chez la femme. Je vous remercie de votre attention. J'ai malheureusement parlé un peu trop long, mais si vous avez quelques questions, je serai très heureuse de les répondre. Donc, merci et je vais arrêter mon partage et revenir. Oui, je vais revenir à la salle. Merci, Dr. Asvin Shank. Vraiment, merci beaucoup d'être intervenu et de nous avoir fait l'honneur de nous éclairer sur le TDAH au féminin et ses particularités. J'avais déjà eu l'occasion de vous entendre avec un grand plaisir et d'apprendre énormément de choses de cette présentation. Je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions. Alors, on dirait que vous avez répondu à l'ensemble déjà des questions. Ou Bon. Ah, j'ai le docteur Jean Marchand qui souhaite vous poser une question. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question très simple, pratico-pratique pour le professionnel de la santé mentale que j'espère être. C'est est-ce que, pour le coup, vous avez des conseils dans la pratique quotidienne pour traiter une patiente qui souffre de TDAH? Est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à
tout de suite faire une augmentation de la posologie du méthylphénidate à certaines périodes menstruelles de la femme? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation dans les recommandations, dans les bonnes pratiques entre l'homme et la femme, mais est-ce que vous, grâce à votre expérience et puis vos études spécifiques, vous conseillerez à des confrères de faire une différenciation entre l'homme et la femme dans la prise en charge générale du TDAH? Merci pour la question, c'est une excellente question. Alors, nous voyons que dans notre clinique, les femmes elles-mêmes commencent à augmenter la dose la semaine avant qu'elles ont leurs règles. Et des fois, on voit des femmes qui disent « mon médicament ne marche plus au moment qu'elles sont en périménopause ». Donc, je ne peux pas vous le conseiller, mais je peux vous dire qu'il y a certaines femmes qui le font. Et nous sommes en train en ce moment d'écrire une série de cas où nous avons en effet fait cela, donc avec grand succès. Bien sûr, avec les femmes plus âgées, vous devez voir quels sont les effets sur leur tension artérielle. Vous ne voulez pas causer de problèmes, mais je pense que peut-être d'ici 5-10 ans, nous aurons des recommandations différentes pour les hommes et les femmes. Parce que dans la vie d'une femme, le cycle joue un rôle tout le temps. Elles ne sont pas vraiment des hommes avec son pénis, donc pour être assez franc. Donc, je pense que c'est important de prendre cela en tête, mais je ne peux pas vraiment vous dire que nous avons une étude randomisée en ce moment qui l'a étudiée, mais d'après notre expérience clinique, nous voyons qu'il y a vraiment pour beaucoup de femmes un effet important. Alors, on a une question sur le live. Quelle alimentation réduit les symptômes du TDAH? Oui, c'est une bonne question. Alors, ce que nous savons, c'est que les colorants, certains colorants, surtout de la couleur rouge, rendent pire le symptôme de hyperactivité. En général, une alimentation équilibrée est très importante. Je n'ai pas vraiment parlé de sommeil aujourd'hui, mais ce que nous voyons chez 80% de nos patients TDAH, c'est qu'ils ont un cycle de sommeil tardif. Donc, ils mangent très tard la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir et donc, ils mangent ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est quand on mange. Nous savons également que les personnes TDAH ont plus de chances d'être obèses. Donc, ça, c'est d'après des méta-analyses. Donc, en général, manger sainement équilibré va améliorer l'expérience d'une personne TDAH. Il y a des études qui parlent un petit peu d'aliments qui augmentent la dopamine, mais je dois dire que ces études sont vraiment assez nouveaux et le jury n'est pas complètement sûr si ça aide ou ça n'aide pas. Mais les règles en général qu'on dit toujours, donc manger d'une façon équilibrée, pas trop gras, pas trop sucré, au bon moment, est important. Et si bien sûr il y a un trouble de boulimie à côté, qu'on voit souvent, les personnes TDAH mangent pendant la journée pour augmenter leur niveau d'énergie parce qu'ils sont épuisés quand ils ont un trouble de sommeil associé. Alors là, on prend ça également en charge. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je me tourne vers la salle. Je vois des sourires, mais je pense que tout le monde a eu beaucoup d'informations. Je renouvelle encore tous mes remerciements les plus chaleureux et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous et bonne continuation. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.